Bonjour à tous, je m'appelle Julien Bess, je suis psychologue et aujourd'hui nous allons parler d'un phénomène qui n'est pas aussi rare que ce qu'on pourrait bien le croire. Il s'agit de celui de ces enfants qui commencent insidieusement à remplir des fonctions qui sont normalement attribuées à leurs parents. Et on va voir ensemble que quand ce phénomène devient pathologique, ça peut créer de nombreuses souffrances et certaines qui ne se révéleront que plus tard dans la vie d'adulte de ces enfants. Parce que si d'un côté ça paraît évident à peu près pour tout le monde qu'on peut léser nos enfants parce qu'on ne leur donne pas assez, d'un autre côté, ça peut paraître moins évident qu'on puisse également faire beaucoup de dégâts et créer du tort parce qu'on leur en demande trop. Alors évidemment, c'est extrêmement important, voire même essentiel, d'accepter l'affection, voire même la dévotion des enfants parce qu'ils ont besoin de donner. Par contre, si on se tourne vers eux pour trouver l'acceptation, la confirmation, l'affection, la sollicitude et l'amour que nous n'avons pas reçu nous-mêmes d'un parent défaillant, décédé ou absent, les rôles se renversent. C'est ce que l'on appelle la parentification et c'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Alors, avant de commencer, c'est important de dire que nous avons tous, dans nos vies, accumulé une certaine dose de légitimité destructive. Si jamais ce concept-là ne vous parle pas du tout, je vous mettrai un lien juste en haut de votre écran pour que vous puissiez aller consulter la vidéo que j'ai faite spécifiquement sur ce sujet-là. Donc du coup, comme on a tous une certaine dose de légitimité destructive, c'est normal que l'on ait tous une tendance à pouvoir parentifier nos propres enfants. La question qui va se poser, c'est quand est-ce que ce processus devient pathologique et donc destructeur? Alors, il y a différentes manières de parentifier son enfant. C'est d'abord le cas lorsqu'on demande implicitement à un enfant de nous donner plus de confiance et d'affection que l'on en a nous-mêmes reçu. C'est également le cas lorsqu'on demande à un enfant de venir comprendre et de venir anticiper nos attentes et nos besoins. Ou alors quand on souhaite qu'un enfant se passe de nos interventions éducatives. Par exemple, lorsqu'on attend de lui qu'il fasse ses devoirs sans même que nous n'ayons jamais eu à le lui demander. C'est le cas lorsqu'on voudrait qu'un enfant se comporte de manière socialement acceptable sans même qu'on lui ait transmis, qu'on ait fait cet effort éducatif de lui apprendre les codes sociaux. Lorsqu'on refuse de répondre à ses questions, qu'on ne l'accompagne pas pour gérer ses émotions, voire même pire, quand on lui demande à lui de comprendre nos propres débordements émotionnels. Catherine Ducommun-Nagy, qui a écrit l'ouvrage « C'est loyauté qui nous libère », dont je vous mettrai un lien dans la description si vous souhaitez vous le procurer, dit également que nous parentifions aussi nos enfants quand on leur demande de se satisfaire de décisions que l'on va prendre de manière unilatérale, voire même lorsque cela les affecte de manière négative. Par exemple, lorsqu'on leur demande d'accepter une décision de séparation ou de divorce sans même se plaindre, sous prétexte que ça sera mieux pour tout le monde. Ou alors lorsqu'on leur demande d'accepter les nouveaux conjoints ou les nouvelles conjointes de leurs parents sans même faire de commentaires négatifs. Il faut également savoir que des enfants peuvent être parentifiés avant même d'être nés. Beaucoup d'adolescents ou d'adolescentes qui ont été abandonnés ou maltraités ont cette volonté presque viscérale d'avoir un enfant parce qu'en filigrane, il y a cette idée que cet enfant va pouvoir être celui qui va leur apporter l'amour et la sécurité qu'ils n'ont pas eu de la part de leurs propres parents. Vous trouvez une magnifique illustration d'un phénomène de parentification d'une fille par sa mère dans le film Sonate d'automne. L'héroïne est une jeune femme déchirée par l'ambivalence des sentiments qu'elle a pour sa mère. Elle déteste sa mère parce qu'elle l'a exploitée, mais en même temps, elle se culpabilise parce qu'elle pense qu'elle devrait être capable de mieux l'aimer. Sa mère est une pianiste de renom qui a toujours fait passer sa carrière avant les intérêts de sa famille. Elle paraît ne dépendre de personne et pourtant, elle finit par admettre que ce qu'elle attendait de sa fille, c'était de trouver en elle la mère qu'elle aurait souhaité avoir. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu les différentes déclinaisons que pouvait prendre la parentification, c'est important de venir différencier peut-être deux concepts différents qui nous permettent d'aborder la nuance dont je vous parlais dans l'introduction, à savoir le fait que le plus important, c'est de se dire à partir de quel moment on estime que ça devient pathologique et donc destructeur. Et les deux termes qui peuvent sembler similaires mais que je vous propose de différencier, c'est d'un côté le terme de parentification et de l'autre côté le terme de parentalisation. Si on va du côté des conceptualisateurs, Bozormini-Nagy et Minuchin sont les deux auteurs, les deux thérapeutes qui ont beaucoup
travailler à partir de cette question-là. Salvador Minuchin, en se basant sur la thérapie structurale, en évoquant les frontières et les sous-systèmes qui sont bousculés dans le contexte de la parentification, et il définit l'enfant parental distinct de l'enfant parentifié. Et Bozormi-Ninagi inscrit, lui, la parentification dans le cadre des thérapies contextuelles et il la lie à l'économie familiale du donner et du recevoir. On va voir apparaître chez lui cette question du don et de la dette dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Je fais juste une petite parenthèse pour dire qu'effectivement on parle souvent d'enfants parentifiés, mais que ce phénomène peut aussi apparaître entre conjoints, dans un couple et également dans une fratrie. Mais c'est là où une distinction va être faite entre la parentification et la parentalisation. Dans le sens où la parentalisation, c'est un état transitoire dans lequel une personne, donc un membre du couple, un membre de la fratrie, un enfant, va se voir confier des tâches qui sont habituellement des tâches parentales. Et il y a des cas de figure dans lesquels c'est presque nécessaire à l'équilibre d'un système qu'il y ait une personne qui commence à prendre des responsabilités qui, effectivement, habituellement, ne sont pas celles qui lui incombent. Et ensuite, il peut lui être possible de retrouver sa position initiale et de rendre cette responsabilité, avec le pouvoir qui est assorti, à la personne qui devrait l'avoir. Et si ce phénomène est assez délimité dans le temps, à ce moment-là, ça peut même permettre à la personne de développer des compétences qu'elle n'aurait pas eues si elle n'avait pas occupé cette position. Et il faut bien évidemment différencier cet état de fait de la parentification, qui est un processus pathologique. C'est un processus qui est déstructurant parce que l'enfant occupe une position parentale, mais sans que cela lui soit reconnu, sans même qu'il soit remercié pour cela, voire même pire parfois, lorsqu'il est nié que c'est le cas ou que ça a pu être le cas. Par exemple, un enfant qui à l'adolescence va commencer à avoir un rôle parentifié parce que c'est à lui qu'on va demander des choses qui ne sont pas des choses qu'on devrait demander à un enfant. C'est à lui qu'on va demander de donner un soutien affectif, émotionnel, une confiance, un amour à un parent qui n'en a pas reçu, rappelez-vous, lui-même de la part de ses propres parents. Mais lorsque le parent qui commence à demander à cet adolescent de venir remplir cette fonction, nie qu'il lui demande, voire même lui dit qu'il est en dette et que c'est bien normal qu'il le fasse vis-à-vis de tout ce qu'il lui a donné par le passé, à ce moment-là, c'est vraiment un processus extrêmement aliénant et destructeur. Donc pour résumer, lorsqu'un rôle parental a été attribué à une personne dans une famille, que ce rôle-là est assez délimité dans le temps et qu'ensuite il y a une reconnaissance de ce qui a été fait comme étant quelque chose qui a contribué à l'équilibre de la famille, c'est quelque chose qui est bénéfique et c'est ce qu'on va venir appeler la parentalisation. A contrario, quand ce rôle-là est attribué à une personne, mais que cet état de fait n'est pas reconnu, que ça va venir s'installer dans une relation à long terme, et qu'il finit par ne plus y avoir de prise en compte des besoins de l'enfant parce que c'est celui du parent qui prime, à ce moment-là, on va parler de parentification, et c'est quelque chose qui est beaucoup plus problématique, qui est pathologique et potentiellement destructeur. Donc du coup, ça va être très important de pouvoir repérer ça dans les familles qu'on accompagne dans l'espace de la thérapie. Et si on le repère, on va justement essayer de transformer cette parentification en parentalisation. On va venir essayer de faire en sorte que les rôles puissent être assumés par les personnes qui doivent les assumer. On va venir travailler à permettre que des remerciements puissent être faits, voire dans certains cas, qu'il puisse y avoir un pardon qui soit demandé, des excuses qui soient présentées. Dites-moi dans les commentaires si ça fait écho à des situations que vous avez pu vivre dans votre vie professionnelle, bien évidemment, mais aussi peut-être dans votre vie personnelle. Et je voudrais vraiment terminer avec une note positive en disant que c'est quelque chose qui peut se traiter dans l'espace de la thérapie et que lorsque c'est le cas, vraiment, ça peut donner de très bons résultats. En ce qui me concerne, j'ai hâte de vous retrouver dès la semaine prochaine et en attendant, prenez bien soin de vous.